Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de 20h. Voici les titres. Ligne d'interconnexion électrique de l'OMVG, le Sénégal signe une convention de financement avec l'Agence française de développement. Le coût global du financement est estimé à 426 milliards, dont 26 fournis par l'AFD. Du nouveau à Matam, la région dispose d'un centre d'hémodialyse pour la prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le gouvernement souhaite implanter un centre de dialyse dans toutes les régions. Les préparatifs de la Korité, nous ferons un tour au marché. C'est pour parler des tendances côté tissu, des tailleurs qui passent la nuit, mais aussi des prêches faites par des femmes. Nous démarrons par le retrait d'urgence des enfants de la rue. C'est une volonté politique du Sénégal mise en œuvre depuis jeudi. La décision annoncée par la Direction des droits de la protection de l'enfance du Sénégal a été saluée par la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest encourage le Sénégal et promet un soutien à notre pays pour l'éradication du phénomène des enfants de la rue. C'est dans un communiqué parcouru par Dahaba. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans ce communiqué daté du 2 juillet, salue à sa juste valeur la mesure prise par le chef de l'État consistant au retrait d'urgence des enfants dans les rues avec des sanctions contre les parents fautifs. La décision est plus qu'importante aux yeux de la CEDEAO. Elle entre en droite ligne du cadre défini par la communauté pour la protection de ses enfants. Le Sénégal rejoint ainsi le cercle restreint des premiers pays, sinon le premier, ayant osé à s'attaquer à ce phénomène décrié dans le plan d'action issu du projet régional sur l'éradication du phénomène enfants de la rue en Afrique de l'Ouest. Justement, il avait été lancé presque il y a un an à Dakar sous l'égide de la direction de l'alerte précoce de la CEDEAO. Ce projet, source d'environnement protecteur pour les enfants vulnérables, la CEDEAO rappelle qu'il doit être mis en œuvre par tous ses États membres. Du coup, le Sénégal, en s'engageant sur la voie de l'élimination du phénomène enfants de la rue, devient la vitrine de la CEDEAO. La CEDEAO s'engage à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du projet retrait d'urgence des enfants de rue, tout en lançant un appel aux acteurs concernés, société civile, religieux, chefs coutumiers et leaders d'opinion pour aider à l'atteinte de l'objectif visé, 0 enfant dans nos rues. Les jeunes constituent plus de la moitié de la population des pays de la CEDEAO. Plus qu'un handicap, il est possible d'en faire un atout. Mais cette tranche d'âge a des besoins spécifiques en matière de formation ou de santé. Justement, pendant 2 jours, il a été question ici à Dakar des services de santé intégrés adaptés aux adolescents et aux jeunes. À travers l'espace CEDEAO, ces services ont tous été répertoriés dans un guide Oumar Diaw. Un guide de services de santé intégré adapté aux adolescents et aux jeunes. L'espace CEDEAO en avait fait un objectif et pour la validation de l'outil, à Dakar, la feuille d'absence est restée vierge. Nous avons tous les 15 pays de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, mais il y a également le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation et aussi les ONG, la société civile qui sont actives. La population africaine est très largement dominée par les jeunes et les adolescents qui font plus de la moitié du volume démographique global. Il est possible de tirer profit de ces tranches d'âge à l'heure d'une théorisation continue du dividende démographique. Si des investissements stratégiques qui peuvent leur offrir des possibilités de faire valoir leurs droits à l'éducation, à la santé sont consentis, ils deviennent un potentiel énorme de progrès économique et social. Jeunes et ados ont des besoins spécifiques et des défis particuliers à relever. Par exemple, une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans dans l'Afrique dite en développement. L'impact de l'émergence d'une population importante d'adolescents et de jeunes concernant nos pays peut être soit positif, soit négatif selon l'aptitude des gouvernements à répondre aux besoins de la cible. Autant de raisons pour se doter d'un guide dont la première fonction est d'orienter les pouvoirs publics, les partenaires, la société civile et d'autres acteurs. Pour espérer une population adulte en bonne santé, il faut d'abord assurer aux plus jeunes le meilleur tableau. Pauvreté, analphabétisme et décès prématurés, selon l'UNICEF, c'est ce qui attend les enfants les plus défavorisés de la planète.
À moins que le monde entier ne se préoccupe de leur sort d'ici à 2030, date butoir des ODD, le Sénégal a fait des progrès avec une réduction considérable du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Cependant, les défis restent nombreux. Aminata Mbengfal. Réduire les inégalités sociales qui portent atteinte aux droits des enfants est un impératif pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est ce qui ressort du rapport 2016 sur la situation des enfants dans le monde, avec comme thème égalité des chances pour chaque enfant. Les projections font froid dans le dos si les gouvernants ne multiplient pas les efforts d'ici 2030. Près de 70 millions d'enfants risquent de mourir avant leur 5e anniversaire, dont 3,6 millions pour la seule année 2030, date butoir des objectifs de développement durable. Les enfants nés en Afrique subsaharienne seront 12 fois plus susceptibles que les enfants des pays riches de décéder avant leur 5e anniversaire. 9 enfants sur 10 touchés par l'extrême pauvreté vivront en Afrique subsaharienne. Plus de 60 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire ne seront pas scolarisés, soit environ le même chiffre qu'actuellement. Le Sénégal fait partie des pays qui ont enregistré des progrès. Une réduction considérable du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à un rythme annuel de 4,4% est noté. Ces constats résultent sans doute du fait que l'État du Sénégal a fait de la justice sociale et de l'équité un choix politique tel qu'exprimé dans sa politique de développement et dans le plan Sénégal émergent. La politique de la couverture de maladies universelles, la gratuité des soins pour les moins de 5 ans, les bourses de sécurité familiale pour les familles en extrême pauvreté, la carte d'égalité des chances, l'éducation de base sur une période de 10 ans, sont autant d'éléments qui expriment la forte volonté du Sénégal de veiller à la question de l'équité. Des résultats satisfaisants, mais les défis à relever restent nombreux. 49% des enfants de moins de 18 ans vivent dans des familles pauvres en dessous du seuil national de pauvreté. Plus de 600 000 enfants, selon le rapport d'âge primaire, ne sont pas scolarisés. Le Sénégal se situe en 5e position dans la région par rapport au poids du nombre d'enfants d'âge primaire hors école. 23% des filles adolescentes de 15 à 19 ans sont mariées ou en union. 9% des femmes de 20 à 24 ans se sont mariées avant l'âge de 15 ans, alors que l'âge légal de mariage pour les filles est de 16 ans. S'attaquer à ces défis est essentiel pour atteindre les ODD. Pour cela, il faut mettre fin à la mortalité infantile évitable, promouvoir la croissance des enfants et le développement de la petite enfance, entre autres pistes et solutions proposées dans le dit rapport. Le Sénégal et la France, à travers l'Agence française de développement, ont signé une convention de financement du projet ligne d'interconnexion électrique de l'OMVG. Le coût global du financement est estimé à 426 milliards de francs CFA, dont les 26,2 viennent de l'AFD. Fatimata Banelba. Cette convention consiste en la réalisation d'une ligne d'interconnexion haute tension entre les États membres de l'OMVG. Ce projet va contribuer à coup sûr au développement socio-économique des populations. Ce prêt, 26,2 milliards de francs CFA, 40 millions d'euros à l'État du Sénégal, est donc destiné au financement d'une boucle d'interconnexion électrique de près de 1700 km portée par l'OMVG, qui va relier ses 4 membres, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et naturellement le Sénégal. Ce projet va permettre aux pays de l'OMVG de s'approvisionner en énergie propre et en énergie compétitive grâce à la production hydroélectrique. L'objectif du projet à terme sera de créer les conditions favorables pour un accès large et fiable à une énergie bon marché. Avoir une parfaite disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité suffisante. Avoir un prix de l'électricité parmi les plus bas de la sous-région, entre 60 et 80 francs CFA kWh, pour un soutien à la compétitivité économique. Diminuer de moitié la facture d'électricité des ménages. Et enfin,
supprimer les coupures et les pertes associées d'ici à 2017. Ce soutien de l'AFD témoigne de l'excellence de la coopération entre la France et le Sénégal. La France est d'ailleurs le premier bailleur dans le financement du plan Sénégal émergent. Le programme national de biogaz domestique du Sénégal et le mouvement sénégalais pour le développement ont signé une convention. Ce partenariat a pour objectif de réaliser 1000 biodigesteurs d'ici à 2019. Cela va permettre l'amélioration de la qualité de vie des ménages ruraux. C'est un reportage de Damsila. La signature de cette convention officialise le partenariat entre le programme national de biogaz domestique du Sénégal et le mouvement sénégalais pour le développement. Les deux parties mutualisent leurs forces et expériences pour la réalisation de 10 000 biodigesteurs sur la période 2016-2019. Ce partenariat vise l'installation de 1000 biodigesteurs pour les ménages ruraux pour leur permettre d'accéder au biogaz en remplacement du bois comme combustible de cuisson, mais également l'approvisionnement de ces ménages d'engrais organiques à hauteur de 52 000 tonnes pour leur permettre le développement rural, pour leur permettre également l'augmentation en général des rendements agricoles, le développement de l'élevage, la pisciculture, pour ne citer que cela. Le programme national de biogaz domestique du Sénégal est mis en place par l'État du Sénégal en partenariat avec l'Union européenne. Il a pour objectif de construire 10 000 biodigesteurs sur la période 2015-2019. Pour l'atteindre, les responsables du PNB nouent des partenariats avec des structures intervenant dans le développement rural, comme le MSD. Ce programme nous interpelle tous. Au-delà de l'énergie que le biodigesteur produit pour la cuisson et l'éclairage, il permet aussi de produire 52 000 tonnes d'engrais. Cela va nous permettre, nos agriculteurs, de bien développer nos activités. L'approvisionnement des ménages urbains et ruraux en énergie de cuisson et la préservation des ressources forestières figurent parmi les priorités du sous-secteur des combustibles domestiques. Ce plan donc cible un secteur énergétique performant et assurant une parfaite disponibilité de l'énergie au moindre coût possible et garantissant un accès universel aux services énergétiques modernes dans le respect des principes d'acceptabilité sociale et environnementale. La signature de cette convention entre le PNB et le MSD a vu la participation des représentants des différentes régions du Sénégal. Le Khalife général des Mourides a été également représenté, ce qui traduit l'importance qu'autorités et populations accordent à ce programme. Les militaires déployés en zone sud et leurs familles auront une prise en charge médicale correcte. En effet, la zone militaire numéro 5 vient de disposer d'un centre médical interarmé, le plus grand au niveau des régions. Les populations civiles pourront en disposer, assurent les autorités militaires. C'est un reportage signé Moussa Mané. C'est un joyau qui représente aujourd'hui une fierté pour les armées. Fierté surtout à la hauteur des attentes des militaires déployés en zone sud et de leurs familles. Il faut dire qu'avant, le soutien médical a toujours été assuré par des unités médicales. Par contre, la prise en charge des urgences et des interventions chirurgicales se faisait avec un plateau d'emprunt. Avec cette structure, la prise en charge immédiate est correcte et assurée. Cet hôpital de niveau 2 vient matérialiser la montée en puissance de la cellule santé, rendant ainsi notre chaîne logistique plus complète et plus efficace. Ensuite, le CEMIA, je n'en doute point, fait la fierté, l'enthousiasme et la joie des militaires engagés dans la zone. Ils sont déjà assurés et rassurés d'une prise en charge médicale non seulement efficiente, mais immédiate. Et cela dans des structures modernes et bien adaptées. Le centre médical interarmé va sensiblement relever le plateau médical dans cette partie sud du pays, car il dispose d'équipements techniques modernes qui peuvent prendre en charge les différentes interventions. L'objectif spécifique étant de rapprocher l'offre des services. Le CEMIA dispose en effet, comme l'a rappelé tout à l'heure le commandant de la zone, de 2 blocs opératoires attenant à une unité de réanimation avec leurs dépendances répondant aux normes internationales en la matière. Le CEMIA de Ziguinchor dispose également
d'un service d'imagerie médicale équipé d'une table de radiographie moderne et d'un échographe Doppler multifonctionnel. Ces investissements d'un montant de plus d'1,1 milliard de francs CFA sont complétés par une morgue d'une capacité de 9 lits et un laboratoire à même d'offrir les examens de routine nécessaires à la prise en charge des blessés et des malades. À terme, le CEMIA disposera d'un service d'hospitalisation d'environ 30 lits et sera ainsi le premier établissement hospitalier militaire régional. La cérémonie a été aussi une occasion pour avoir une pensée pieuse à l'endroit des camarades qui ont payé de leur vie pour la défense de l'intégrité territoriale. À ces derniers, la patrie reconnaissante, a rappelé Augustin Tine, avant d'exprimer la volonté du chef de l'État à l'endroit des forces armées. Je voudrais rappeler ici la vision et la volonté du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée, mais surtout de mettre le soldat dans les meilleures conditions d'accomplissement de sa mission de sauvegarde de l'intégrité du territoire et de garantir la libre circulation des citoyens. Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, le projet lancé il y a quelques années déjà voit aujourd'hui le jour grâce à votre entrepreneuriat et leadership. À Ziguinchor, dans cette structure, 90% des personnes consultées sont des civils. À ce titre, les hautes autorités militaires assurent que le centre médical interarmé, le personnel et les équipements resteront toujours disponibles pour les populations, mettant ainsi en valeur le concept Armée-Nation. Le maire de Ngayokhème, par ailleurs ministre de la Culture et de la Communication, a mis à la disposition de sa commune une ambulance médicalisée, du matériel pour l'allègement des travaux des femmes ainsi que des ordinateurs pour les élèves. Il répond ici à la demande de ses administrés, l'occasion pour Mbagnick Ndiaye d'annoncer aussi des projets d'envergure pour le développement de sa commune. Claire Diop. Remise symbolique des clés d'une ambulance médicalisée au district sanitaire de Ngayokhème, mais aussi des moulins à mil, batteuses, presses à huile, décortiqueuses au groupement de femmes de 10 villages de la commune. 28 ordinateurs pour les lycées SM, notamment ceux de Ngonine et de Toukar. Population et acteurs sont sortis massivement réceptionner le lot de matériel et exprimer satisfaction. Pour les femmes, l'avantage est plus que majeur. Les travaux domestiques seront considérablement allégés et leur santé améliorée. Nous sommes vraiment contentes de cet acte parce qu'ici à Ngayokhème, les femmes étaient très fatiguées. Donc le président est venu avec notre ministre-maire allégir les travaux domestiques des femmes. J'ai vu tout de suite les femmes danser au vu de l'ambulance qui était garée ici. Donc je dis qu'on a l'impression que ce sont seulement les femmes qui se soucient de la santé. Mais il faut le comprendre. Quand on évacue les gens sur 10 évacuations, il faut dire que les 8 représentent les femmes. Le moment est plus que solennel. Le maire de la commune de saisir l'occasion et d'annoncer d'autres grands projets pour le mieux-être de ses administrés. La commune de Ngayokhème va bénéficier dans la première phase de l'électrification de 4 villages. Kalom, Sob, Ngonine et Poudaï. Deuxième chose, nous allons bénéficier d'une piste de production qu'on appelle la boucle. Mais nous allons aussi bénéficier d'un certain nombre d'avantages au niveau de l'hydraulique. À cela s'ajoutent des unités de potabilisation de l'eau. L'emploi n'est pas en reste. Des projets porteurs seront financés. Nous avons discuté avec l'ANPEJ, avec le PAPEJ, mais également avec l'encadrement du fonds GIP. Et nous avons bénéficié dans un premier temps d'une enveloppe de 60 millions. Ces 60 millions, les 30 premiers vont être à distribuer d'ici la fin du mois de juillet pour 42 projets. L'ensemble des villages de la commune en bénéficient. À travers le PSE, le plan Sénégal émergent, survient le PUDC et le programme d'urgence pour le développement communautaire qui aujourd'hui est une brise qui a fini de balayer l'ensemble du territoire national à travers l'érection d'infrastructures communautaires,
mais surtout l'accompagnement dans le domaine d'allègement des travaux rudes de la femme sénégalaise. La commune va délibérer 5 hectares pour l'attribuer au projet DAC, domaine agricole communautaire, tout un ensemble de réalisations qui vont permettre l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Ngayokhème dans le Niakhar et environ. Matam a désormais son centre d'hémodialyse pour des malades souffrant d'insuffisance rénale dans la région. Ce centre devrait permettre la prise en charge des patients de Podor et de Bakel, en plus d'une prise en charge gratuite déjà effective pour tous les malades. L'État souhaite implanter un centre dans toutes les régions. Oumou Kalsom Sall. Après 2 ans de soins à Dakar, Koumba Sow, souffrant d'insuffisance rénale, revient dans sa région. Désormais, elle sera prise en charge gratuitement dans ce nouveau centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Matam. À Dakar, je n'avais pas de place dans les structures publiques. Je me soignais dans une clinique. La séance était à 40 000 francs. Maintenant, je suis soulagée. Les soins sont gratuits. Et je suis de retour dans ma famille. J'étais obligé de rester à Kaolack depuis quelque temps pour les soins. Mais maintenant, avec ce centre, je peux rester ici. Nous remercions le président Macky Sall. L'unité dispose de 10 lits équipés pour une capacité de 40 séances de dialyse par jour. Les frais des soins sont supportés par l'État du Sénégal qui a noué un partenariat avec la structure Afrique Conception Distribution pour l'équipement du centre. Nous, on installe les machines et l'unité de traitement d'eau gratuitement, mais l'État nous achète des kits. Les kits, c'est avec les kits qu'on fait la dialyse pour les malades. La dialyse était à 50 000 francs. Donc 50 000 francs par séance. Donc 3 fois par semaine, ça veut dire 150 000 francs par semaine. Et toute la vie. Vous voyez que ça a posé un gros problème. Après, le président Wade a diminué, il l'a mis à 10 000 francs par séance. Mais ça faisait déjà 30 000 francs par semaine. Donc quand le président Macky est venu, il a dit, moi je mets gratuit. Donc pour les populations, c'est gratuit. Mais évidemment, c'est l'État qui paye. Mais c'est la dialyse quand même dans les services publics au Sénégal, il faut encore répéter, elle est gratuite pour tout le monde. Matam abrite le 7e centre d'hémodialyse du pays. L'objectif des autorités est de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est important de prendre en charge ce genre de choses parce que la moyenne d'âge des insuffisants rénaux, c'est 40 ans, 45 ans. Ouais, donc c'est quelqu'un en pleine activité économique, que ce soit un fonctionnaire, et ça atteint tout le monde. Et vraiment perdre une partie de sa population parce que tout simplement on ne les prend pas en charge, ça pose problème. Et c'est pourquoi le président de la République et le ministre de la Santé ont initié cette initiative qui va permettre de mettre dans chaque région un centre de dialyse. Nous n'avons jamais perdu de vue les difficultés que rencontraient et les malades et leurs familles pour se déplacer jusqu'à Dakar. Et devoir faire des soins dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui que cette unité est lancée, les populations de la région et même un peu les populations du département de Podor et également une bonne partie des populations du département de Bakel vont être référées au niveau du centre de dialyse de Matam. La dialyse, une méthode de d'épuration du sang chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. La séance dure entre 4 heures et 5 heures de temps et se renouvelle en général 3 fois par semaine. Diaobé et Médina Gounass, ces localités disposent désormais d'une mutuelle de santé. Le directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle a procédé à la mise en place de ces mutuelles. Les populations ont adhéré massivement. Les chefs de service de l'Agence de Kolda et de Ziguinchor ont été installés. Ceci pour plus d'efficacité dans le travail, surtout au niveau régional. Kaltom Gueye. La mutuelle de santé, une réalité dans les communes de Diaobé et de Médina Gounass. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'agence de la CMU s'appuie sur le développement du mutuel pour atteindre ses objectifs stratégiques. Le secteur informel et le monde rural figurent au premier plan. Elles ont adhéré massivement à la mutuelle de santé. Les bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale, chefs de ménage, ont été enrôlés
et ont participé à l'Assemblée générale. Et donc maintenant, on peut dire que le processus est véritablement lancé à Médina Gounass. Il est lancé à Médina Gounass comme hier, il a été lancé à Diaobé, capitale économique. Aujourd'hui lancé à Médina Gounass, capitale religieuse. Et ceci nous conforte dans le fait que nous avions raison de venir. Qu'il faut aller partout au Sénégal. Quel que soit l'éloignement de la localité par rapport à Dakar, il faut y aller et parler aux populations pour leur porter le message du président de la République et pour leur dire que la couverture maladie universelle, ce n'est pas seulement pour les populations de Dakar, Rufisque, Joal ou Mbour, mais que la couverture maladie universelle, c'est pour tout le monde. Dans ces deux localités, les populations ont participé massivement à l'installation des mutuelles. Mais pour atteindre l'objectif une commune, une mutuelle au moins, la sensibilisation doit continuer. Mon rôle, c'est d'inciter aux gens à adhérer. Tous ceux qui n'ont pas compris, il faut leur faire comprendre par la parole, par les gestes, par tous les moyens. En tout cas, on est prêt à vendre notre tête pour que les gens comprennent. Un dispositif a été mis en place par les pouvoirs publics. Les mutuelles de santé sont devenues aujourd'hui des leviers, des axes majeurs qui doivent permettre d'huiler toute la machine. Cette visite dans le sud est l'occasion pour le directeur général d'installer les chefs de service de l'agence de Kolda et de Ziguinchor. Ces nouveaux bureaux vont faciliter le travail de l'agence et régler les lenteurs notées dans le remboursement des factures. Et justement, la création des services régionaux va permettre de régler le problème. Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est que les factures de la région de Kolda, par exemple, on n'aura plus besoin de les faire remonter jusqu'à Dakar pour leur traitement. Il y aura au bureau régional de Kolda, au service régional de l'agence à Kolda, un médecin qui va s'occuper des initiatives de gratuité et qui va recevoir toutes les factures de la région de Kolda, qui va les traiter, qui va faire le contrôle, qui va valider et qui va dire à Dakar, c'est bon, vous pouvez payer. Ce service vient enrichir le dispositif existant, dispositif administratif évidemment, mais vient également compléter certainement un manque. Le compléter et assurer évidemment des prestations de qualité, prestations à l'endroit évidemment des usagers du service. Faire en sorte que tout individu ait accès à des soins adaptés et à un coût abordable et important. L'Agence de la couverture maladie universelle y travaille. L'objectif d'atteindre 75% de couverture d'ici l'horizon 2017 est en bonne voie. À Kër Ndiaye Lo, dans le département de Rufisque, c'est la LONASE qui accompagne les élèves. 2 salles de classe toutes neuves ont été construites à hauteur de 3 millions de francs. Cette action entre dans le cadre du programme de remplacement des abris provisoires. Hamidou Diop. Une salle de classe toute neuve dans une école de Kër Ndiaye Lo. La LONASE a une fois montré son intérêt pour l'éducation. Plus de 3 millions de francs CFA investis pour permettre à ses élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Un geste de haute portée sociale est venu opportunément soulager toute la communauté éducative de Kër Ndiaye Lo, très reconnaissante. Ce joyau vient accroître l'offre éducative de notre école qui, malgré tout, continue à faire face à un besoin pressant en matière d'infrastructures scolaires. Les autorités scolaires ont salué l'importance de ce geste qui vient aider l'école élémentaire de Kër Ndiaye Lo. À travers cette réalisation, la LONASE est en train de jouer sa partition pour relever le défi. Monsieur le directeur général de la LONASE, nous nous réjouissons de votre présence à nos côtés et nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous avez toujours porté à l'évolution de notre système éducatif. Quand nous avons été saisis par l'association Mon École, Mon Cadre de Vie pour aider à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de cette école, avec des photos de salles de classe de fortune très poignants à l'appui, nous ne pouvions qu'être sensibles à cette requête qui cadre parfaitement avec les missions de la LONASE, dont le slogan est « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ». Cette action de la LONASE entre dans le cadre du programme de remplacement des abris provisoires. Ces salles sont construites en matériaux locaux, ce qui entre en droite ligne avec le volet habitat du plan Sénégal émergent.
La vallée évacue ses derniers stocks d'oignons vers le marché intérieur. Korité oblige, les commerçants veulent approvisionner suffisamment les étals des grandes villes. Un tour le long de la RN2 avec notre reporter à Saint-Louis, Lamine Touré. La vallée du fleuve Sénégal, dans ses derniers moments d'évacuation de l'oignon vers le marché intérieur, le tri à la hâte en dit long sur l'empressement des commerçants. Il faut approvisionner les étals en quantité suffisante avant la fête de Korité. La fête de Korité, c'est dans moins d'une semaine. Coïncidence ou effet de la loi du marché, les prix sont à la hausse. Au moment où l'oignon sortait, là, il n'y avait pas de prix. Moi, on vendait l'oignon à 140, etc. À 140. En ce temps-ci, l'oignon coûte à 175, même voire à 200. Parce qu'il n'y a pas d'oignon. Au centre de groupage de Boubé, l'un des plus importants du département de Podor, quelques sacs d'oignons meublent encore le décor. Et c'est ici qu'on a pu mesurer à travers cette rencontre l'importance de la filière dans la vallée. 2015-2016, ces producteurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards de francs CFA uniquement dans la zone. Au niveau de la vallée, les gens ne peuvent pas étaler la production parce que nous avons le même climat, la même zone et la même période de repiquage. Si maintenant avec les Niayes, peut-être on va vers cette politique en faisant fonctionner l'interprofession oignon du Sénégal, IPOS, on va demander à ce que les Niayes donnent un peu de temps au niveau de la vallée, ne serait-ce qu'un décalage de 1 mois pour permettre au niveau de la vallée que les gens puissent vendre. Parce qu'on sait que 90% de la production nationale de l'oignon provient de la vallée. Malgré ces petites quantités d'oignons qui trônent encore sur la RN2, les Sénégalais n'ont pas à craindre d'un éventuel manquement de la denrée, car en ce moment même, la zone des Niayes a pris le relais de la commercialisation. Et cela jusqu'au 31 août 2016, date de la fin du gel. Lamine Touré, face-to-face, tasse-cheveux, des tissus tendance à quelques jours de la Korité au marché Zing et HLM. L'ambiance est celle des grands jours. Les commerçants font de bonnes affaires. Si certaines femmes préfèrent les tissus perlage brodés, Toul, je pense que j'ai bien prononcé, à 7 000 ou 10 000 le mètre. D'autres optent pour les tissus à la pesée. Aminata Bengfal. Marché Zing de Pékin, l'ambiance est au rendez-vous à quelques jours de la fête de la Korité. Dans ce lieu très prisé par les femmes, ce sont les tulles brodées ou sablées, le brodé paillettes, la dentelle multicolore, la guipure, entre autres tissus qui sont à la mode. Nous avons des tissus tendance très rares, du Getzner et du brodé Autriche à des prix abordables. Le mètre varie entre 1000 francs et plus. Nous avons même des tissus à 300 000 francs. Des rayons bien garnis en tissu, parmi lesquels tasse-cheveux, qui fait fureur en ce moment. C'est le tissu tasse-cheveux qui est à la mode. C'est très joli. J'ai même l'embarras du choix. En plus, c'est pas cher. Le mètre coûte 20 000 francs. Au marché HLM, le constat est presque identique. Ce lieu refuse du monde. Ici, d'autres variétés de tissus sont visibles. Le face-to-face ou encore le bazin brodé. Le bazin brodé est très prisé en ce moment. L'original coûte 150 000 francs, alors que le deuxième choix est vendu à 25 000. Les hommes ont moins de choix que les femmes, à part le Getzner, c'est le tohubo et les brodés qui sont proposés. Beaucoup pensent que les tissus brodés sont pour les femmes, alors qu'il y en a pour les hommes. Le mètre varie entre 6 000 francs et 10 000 francs. Le tohubo, qui coûtait 1 000 francs, est vendu à 500 francs le mètre. J'ai choisi le Getzner parce que c'est en coton et c'est toujours à la mode. Il n'y a que les couleurs et les dessins qui changent. La fête de Korité, une période où les commerçants de tissus font de bonnes affaires. Sur la route de Thiaroye, des boutiques spécialisées dans la pesée de tissus attirent l'attention des passants.
Une foule immense se forme devant les boutiques. Difficile de se frayer un chemin pour accéder à l'intérieur. Ici, des tissus de tout genre meublent le décor. Nous recevons de la clientèle et nous avons différents types de tissus. Dentelle, guipure, coton, voile et bien d'autres encore. Des tissus à bas prix et les mères de famille y trouvent leur compte. Le tissu est pesé et le kilo est cédé à 6 000 ou à 7 000 francs. Avec cette offre, l'on peut habiller 2 à 3 personnes. Voyez-vous, ça arrange, hein? Surtout les polygames. C'est une aubaine pour les familles démunies. Je n'ai que des filles, en plus la vie est chère. On ne peut pas acheter du tissu à 7 000, 8 000 ou 10 000 francs le mètre. Ici, avec 4 000 francs, tu peux habiller tes enfants et une fois portés, on ne remarque pas la différence. Des parents qui achètent du tissu pour la fête, pour d'autres, c'est l'occasion d'en acheter pour les revendre. Nous venons ici la nuit lorsqu'on fait le tri. Après, nous allons sur le marché pour les revendre. Cela nous permet de subvenir à nos besoins. Ainsi va donc le marché en cette période de préparatifs de la Korité. Des tissus de plusieurs variétés inondent le marché. Seulement, pour être tendance avec le tasse-cheveux, il faudra débourser 20 000 francs pour le mètre. Les tendances de la Korité présentées par Aminata Mbeng Fall qui doit nous apprendre à bien prononcer les noms de ces tendances et des autres tissus. Veiller pour honorer les engagements, c'est le prix à payer pour les tailleurs en cette période de fête de Korité. Ils sont obligés de passer des nuits blanches. Les commandes des clients sont passées par là. Et pour relever le défi, certains mettent en place des stratégies particulières pour s'en sortir. Ibrahim Ndong. Tout s'accélère. Pas de répit, c'est la course contre la montre pour ces tailleurs. Normal, le temps leur est compté et il faut livrer les commandes à date échue. Donc, le sacrifice s'impose. En tant que tailleur, on se profite bien de ces événements pareils comme la Korité. C'est pour cela qu'on a commencé à travailler depuis le 3e jour du Ramadan. Ici, le travail se fait en fonction d'une organisation particulière. Cette place vide en est une parfaite illustration. Le travail nécessite une certaine organisation si on veut être productif. Ce qui fait que si on travaille jusqu'à une certaine heure, l'un d'entre nous se repose. C'est le système qu'on a adopté ici pour s'en sortir. Contrairement à M. Bob, Ibrahima lui est seul dans son atelier. En l'absence de compagnon, il a ses écouteurs, toujours scotchés à l'oreille. Les écouteurs me servent de compagnon car on travaille jusque tard dans la nuit. Étant donné qu'il n'y a pas d'apprenti pour faire le thé comme on le voit dans certains ateliers, je me contente de mes écouteurs. Au quartier Darou Rahman de Krayov, la cadence est toujours soutenue par les tailleurs. Chacun fait de son mieux à l'image de cette dame responsable du perlage. C'est l'objectif, honorer les engagements. Je suis vraiment optimiste pour livrer mes commandes à temps, comme cela est convenu avec mes clients. Mais des fois, on n'arrive pas à honorer nos engagements, faute de temps. C'est inhérent au métier. Il faut que comprendre. Et pour requinquer les travailleurs qui passent la nuit à veiller, rien de tel qu'une tasse de thé. À la baguette, Tcherno, alias Saflo. Une fois que tu prennes une tasse de thé, cela te permet de tenir toute la nuit. On m'appelle Safloho parce que je fais bien du thé. Travailler pendant les événements comme la